Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Les plus anciens parmi vous se souviendront peut-être des combats que la pensée et les hommes a menés dans les années 60, dans les années 70, en faveur du féminisme, en faveur de l'interruption volontaire de grossesse, et aussi en faveur de la reconnaissance de la sexualité. Eh bien, nous revenons aujourd'hui sur le thème de la sexualité, et en particulier de la sexualité féminine. Je vous retrouve dans un instant, après notre générique. Eh bien, pour nous parler de la sexualité féminine, de cette inaccessible étoile, j'ai aujourd'hui deux invités. D'abord, Madame Elisa Brune, vous avez publié récemment un ouvrage intitulé « Alors heureuse croit-il, la vie sexuelle des femmes normales » aux éditions du Rocher. Mais pour vous présenter mieux, je dirais que vous êtes ingénieur commercial, docteur en sciences de l'environnement et très récemment, vous avez écrit un livre sur l'astronomie. Donc, votre champ d'action n'est pas limité aux questions de la sexualité féminine. Mon second invité, c'est quelqu'un que nos amis de la pensée et les hommes connaissent bien. Il est déjà venu à nos émissions, c'est le docteur Yves Ferraud. Vous êtes docteur ès lettres, vous êtes docteur en médecine et vous êtes sexologue. Vous exercez dans la région lilloise et vous étiez venu nous parler il y a quelques années d'un ouvrage paru à Charleroi, je crois en 1995 ou 96. Votre ouvrage s'intitule « Secrets de femmes, constantes et adaptation de la féminité », ouvrage paru aux éditions du Chéron. Madame Brune, comment une scientifique comme vous, je l'ai rappelé, ingénieur commercial, docteur en sciences de l'environnement, comment une scientifique comme vous en vient-elle à se pencher sur la question de la vie sexuelle des femmes? Et alors, ce qui m'a étonné, un peu interpellé dans le titre de votre livre, vous souhaitez parler de la vie sexuelle des femmes normales. Alors, comment en arrive-t-on à parler de sexualité féminine dans votre parcours scientifique? Eh bien, il faudrait d'abord préciser que mes deux titres m'ont mené à deux courtes vies professionnelles qui ne m'ont pas retenu longtemps. Donc, je n'ai trouvé mon bonheur ni dans les affaires, ni dans la recherche scientifique. Et je me suis lancée dans une carrière littéraire. J'ai essayé... Vous avez écrit 14 livres déjà. J'en suis au 14e à l'heure actuelle, oui. Oui. Et donc, me tournant vers la littérature, j'ai avancé selon mes coups de cœur ou mes impulsions. Alors, ce livre-ci sort d'une toute petite impulsion qui était purement littéraire à sa naissance. Je voulais raconter des histoires de cours de récréation concernant la découverte de la sexualité. Par les jeunes filles, par les petites filles, par les enfants, les les adolescents, qui ont souvent des souvenirs un petit peu croustillants de cette époque où on se posait plein de questions et où on n'avait pas de réponse facile et où on cherchait, tâtonnait selon les moyens du bord. J'avais quelques anecdotes en tête et j'en ai glané auprès de mon cercle d'amis d'abord. Et puis, très vite... Oui, ce n'est pas tout vous dans le livre, il faut non, le non, dire. Dieu merci. Beaucoup de choses que vous racontez, ce sont que vous racontez au départ, en tout cas, d'une façon très fictionnelle, d'une façon très littéraire, ce sont des confidences que vous avez reçues. Voilà.
Donc j'ai agencé ça comme un recueil d'anecdotes qui pourraient appartenir à la même personne si cette personne avait eu un parcours particulièrement chargé et un peu difficile. Mais en fait, c'est des anecdotes que j'ai récoltées auprès d'un cercle proche, puis de moins en moins proche, parce que justement l'enquête bourgeonnait d'elle-même, je vais dire. Les confidences pointaient vers d'autres confidences, tu devrais demander à une telle, etc. Donc je suis allée vers les amis des amis, puis des gens que je ne connaissais plus du tout. D'une part parce que ça venait spontanément, et d'autre part parce que j'avais élargi mon champ d'intérêt largement. Il n'était plus seulement littéraire, l'idée de raconter de jolies petites histoires, mais il est devenu vraiment comment dire, une enquête sur l'accès au plaisir chez les femmes, parce que simplement en commençant à parler d'itinéraires sexuels avec d'autres femmes, je me suis rendu compte qu'il était très rare que cet itinéraire ait été facile ou serein. Heureux. Ou heureux, encore moins. Oui, parce que le mot est dans le titre de votre livre. Alors, heureuse croit-il? Ça veut dire que les messieurs pensent volontiers que leurs compagnes, leurs femmes, etc., sont heureuses, et vous dites pas forcément. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un énorme pan de non-dits, de malentendus entre les deux sexes, notamment parce que les femmes ne parlent pas facilement de toutes ces difficultés qu'elles ont rencontrées dans la découverte de la sexualité. Or, quand on les interroge un peu plus précisément, je me suis rendu compte que le tableau était fort inquiétant. Soit dans la difficulté d'arriver au plaisir, soit dans l'impossibilité d'y arriver. J'ai été effarée du nombre de femmes qui n'ont encore aujourd'hui jamais rencontré l'orgasme et qui ne l'ont jamais dit à personne. Et bon, c'est en écoutant ce genre de témoignages que je me suis dit il y a un vrai problème, et donc j'ai interrogé alors de manière systématique des femmes et des hommes aussi pour essayer d'éclaircir un peu ce continent noir. Parce que la sexualité, on en parle, mais l'orgasme, on en parle beaucoup moins. Mais vous avez donné des réponses. Est-ce que vos lectrices sont satisfaites des réponses que vous avez apportées? Des réponses, je ne sais pas si ce sont des réponses. Je crois quand même qu'il y a des réponses. Constats. Enfin, on en parlera peut-être plus en détail tout de suite, mais vous dites quand même dans votre livre, oh, la sexualité, ça ne se résume pas à la pénétration, il y a bien d'autres dimensions, etc. C'est peut-être une réalité, et notre docteur nous le dira peut-être, mais que beaucoup de gens ignorent, que la sexualité, ça ne se résume pas à la pénétration. C'est quelque chose qui est vraiment pas assez su, pas assez développé, notamment parce que les femmes se taisent et n'osent pas demander des choses qui dépassent on va dire le scénario type de la sexualité, qui est martelé à toutes les sauces dans les films, dans les livres, dans les magazines. Donc il y a une tendance à la conformité vers ce scénario-là qui devrait être le mode normal. Et c'est pour ça que dans mon titre, je m'en prends à cette prétention à la normalité qui pose problème, puisqu'elle fait que la plupart des femmes se sentent anormales. Et donc, pour cette raison-là, n'osent pas parler. Il y a une forme de honte attachée au fait de ne pas fonctionner comme on devrait fonctionner. Et donc, à peu près 90% des femmes se pensent anormales. Elles 90%. Sont donc toutes... Oui, c'est énorme. Toutes les femmes qui n'ont pas accès à ce qu'on appelle, sans doute abusivement, l'orgasme vaginal, croient qu'elles ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Et il est très rare qu'elles osent en parler, que ce soit directement à leur partenaire ou même dans le cadre d'une thérapie. Le nombre de femmes qui gardent ça pour elles et qui donnent le change en disant, en simulant ou en disant qu'elles n'en ont pas besoin, ou enfin en trouvant des solutions de fortune comme ça, c'est vraiment sidérant. Alors qu'attendent-elles, ces femmes? Qu'attendent-elles de leurs compagnons, de leur mari, de leur petite amie, etc. Que souhaitent-elles? Eh bien, je pense que dans la plupart des cas, elles ne le savent pas bien elles-mêmes. Justement, parce que ce qu'elles attendent au premier chef, ce serait d'être normales au sens où les représentations collectives le disent. La littérature, etc. Donc ce qu'elles voudraient, c'est pas
en première ligne, hein, c'est pas que le partenaire soit différent, c'est qu'elle soit différente et qu'elle fonctionne comme Betty Boop à la télévision, et ça ne marche pas. Alors, bon, on se rabat sur des scénarios, on va dire, acceptables, mais il y a une insatisfaction profonde. Alors, pour les femmes qui sont un peu plus audacieuses que ça, hein, elles savent bien, comment elles fonctionnent. Souvent, elles ont accès au plaisir de façon très satisfaisante, mais dans la solitude, donc par la masturbation. Et elles ont alors une sexualité décalée entre un plaisir qui existe, mais qui est Contingenté, très circonscrit, oui, très circonscrit à la sphère tout à fait personnelle, et puis une sexualité de couple acceptable, mais où l'orgasme ne se produit pas. Alors, ce qu'elle souhaiterait dans ce cas-là, évidemment, c'est de pouvoir étendre l'orgasme à la sexualité de couple, mais ça pose problème sur plein de plans. Il y a des barrières psychologiques qu'elles ne franchissent pas, et il y a aussi souvent... Elles n'osent pas demander, quand vous dites il y a des barrières psychologiques qu'elles ne franchissent pas, est-ce parce qu'elles ne veulent pas dire ce qu'elles souhaitent? Bien souvent, oui, parce qu'elles en ont honte, parce qu'elles ne voudraient pas être celles qui ne fonctionnent pas bien. Il y a quelque chose de difficile à assumer, parce qu'elles ne veulent pas être aussi moins bien que d'autres. Il y a cette peur de perdre le partenaire parce qu'il aurait de meilleurs coups ailleurs. Donc c'est très dévalorisant d'avouer qu'on ne fonctionne pas comme ça. Et puis il y a aussi souvent une attitude symétrique, je dirais, de la part du partenaire, qui est de ne pas être conscient ou de ne pas être tolérant à cette sexualité qui n'est pas celle des magazines. Yves Féroul, alors, votre petit commentaire à propos de ce qu'Elisa Brune vient de dire. Juste, donc, très précisément par rapport à ce qui vient d'être évoqué, c'est quand même pour moi plus grave que ça. C'est-à-dire que si les femmes n'osent pas en parler, c'est qu'elles ont peur d'être anormales, de ne pas être comme ça. C'est ce que vous avez dit. Hein. Oui. Donc elles se sentent anormales. Mais anormales à cause de la norme. Mais qui fixe la norme? C'est pas simplement tout ce langage des médias et de tout ce qui circule dans la société à ce simple niveau, mais c'est aussi tout le langage des moralistes et des religieux. Vous voyez? Donc ils ont façonné une sexualité qui est une sexualité fondée sur la reproduction. Et donc, les actes sont les actes de la reproduction. Et si vous n'avez pas la pénétration dans la position du missionnaire, etc., donc vous êtes à ce moment-là dans le péché. Parce que dans vous êtes le en jeu train sexuel, de chercher, donc dans le péché. Voilà, vous êtes en train de chercher le plaisir pour le plaisir, ce qui est considéré comme une faute morale. Et vous êtes donc ça touche à la perversion. Vous avez évoqué plusieurs fois dans votre livre que des hommes se sont vus reprocher, quand ils voulaient changer ce scénario, ils se sont reprochés d'être pervers. Oui. Donc c'est bien quelque chose qui est bien imprégné dans nos sociétés, que quand on sort de ce schéma-là, on est dans le domaine de l'anormal ou du pervers. Donc le langage est très efficace pour dire c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça qu'on jouit. Si vous n'êtes pas comme ça, ben vous n'êtes pas normal. Donc il faut revenir dans la normalité. Et non pas ce que vous vivez, c'est ça qui est normal, 90%. Des gens, ça veut dire que ce sont eux qui sont les normaux. Statistiquement, la normalité se définit comme ça. Donc ce sont eux qui sont les normaux, donc c'est autre chose qui est en jeu dans la sexualité. Et vous, dans votre ouvrage, vous partez d'avis que donnent les personnes, donc des renseignements qu'elles vous donnent, et vous dites dans votre introduction donc, que les experts me pardonnent. Alors donc, moi, c'était mon métier, donc un peu expert dans la question, il y a des explications, si vous voulez, là-dessus, et la sexualité humaine, c'est une sexualité qui est justement pas une sexualité de reproduction. C'est-à-dire que l'espèce humaine et un certain nombre de primates, certains chimpanzés, etc., sont sortis de la reproduction de l'espèce pour jouer avec les émotions, les sensations, les plaisirs liés au corps, et ont inventé la sexualité humaine et donc de certains grands mammifères, grands primates.
Vous voyez? Et donc, c'est cette sexualité-là dont il faut parler, c'est-à-dire une sexualité de plaisir, une sexualité, vous employez le terme, de gourmandise, une sexualité de jeu, une sexualité simplement pour avoir des sensations et des émotions. Vous voyez? C'est ça, la sexualité humaine. Dire la sexualité, c'est que la pénétration et c'est que pour la reproduction, c'est revenir à une sexualité animale. Les animaux font ça. L'espèce humaine est une espèce qui s'est dégagée de ça, comme elle s'est dégagée de tous les instincts dans tous les domaines. Oui, la preuve en est que les enfants ont une sexualité et que les personnes d'un certain âge, après la ménopause chez les femmes, ou les hommes de 60, 70 ans, 80 ans, ont encore une sexualité. C'est bien la preuve que la sexualité ne doit pas être, comme vous le disiez, liée à la reproduction. À la reproduction. Et, si ces gens-là ont le goût du jeu, vous avez dit le goût du risque tout à l'heure, des femmes un peu plus aventureuses, etc. Donc les gens qui cherchent à jouer, cherchent à se donner des émotions, cherchent à se procurer des sensations, voilà. Alors à ce moment-là, la sexualité est bien sûr de la naissance à la mort. Mais tout le monde n'a peut-être pas le goût du jeu, puisque nous connaissons des systèmes religieux où la chasteté est imposée aux membres du clergé, par exemple. Et donc il y a des circonstances où il n'y a pas de recherche du jeu sexuel et du plaisir qu'apporte la sexualité. Ils peuvent se donner des acceptations de plaisir ou d'émotion dans la musique, dans la lecture, dans la peinture, des choses comme ça. Des transferts possibles, des compensations ils ne recherchent pas dans le domaine du corps. Or là, ce que votre livre évoque, c'est bien cette recherche du plaisir dans le domaine du corps. Et donc, sortir de ce carcan imposé par la culture dans nos sociétés, qui fait qu'on ne voit le plaisir sexuel qu'à travers la pénétration vaginale. C'est vraiment ça, c'est d'une nullité, voilà, c'est d'une nullité extraordinaire. Effectivement, je crois que la culture est un très grand appauvrisseur, en tout cas dans le domaine de la sexualité, en imposant un scénario obligé, alors que le plaisir des femmes s'exprime majoritairement en dehors de ce scénario-là. Et donc, si on n'est pas capable de s'émanciper des représentations courantes, on va à l'impasse, parce qu'on va dans un scénario où on n'est pas satisfaite, mais où on ne peut pas l'avouer. Je vais être très réducteur en disant ce que je vais dire, mais lecture faite de votre livre, je me disais, au fond, ce que les femmes attendent, c'est davantage d'être caressées que d'être pénétrées. Est-ce que c'est une vision fausse ? Non, dans la mesure où le mot caresse est beaucoup plus large et englobe une quantité de pratiques agréables qui concernent toutes les parties du corps. Bien sûr, oui. Et donc toutes les sensibilités possibles et nombreuses dans le corps de la femme comme de l'homme d'ailleurs, parce que les hommes, eux aussi, se réduisent le champ du possible et le champ du plaisir en se limitant à une sexualité pénétrante qui est efficace pour une certaine fonction, mais terriblement réductrice. Oui, mais en même temps, j'ai des patients hommes qui viennent et qui se plaignent de leur compagne, qui, elle, a ce regard sur la sexualité et qui dit ben non, c'est la pénétration, c'est tout ce que je demande, je ne veux pas de caresses, etc. Donc il y a aussi un certain nombre de femmes qui sont complètement façonnées par le langage courant et qui, à ce moment-là, réduisent leur propre sexualité à la pénétration. Oui. C'est assez dommage d'entendre des femmes nier en quelque sorte leur propre sexualité, dans la mesure où elles estiment qu'elles n'arriveront de toute façon pas à jouir au cours d'un rapport sexuel, alors autant ne pas essayer, ne pas se compliquer la vie et s'en tenir à un bon missionnaire, comme on disait, jusqu'à ce que monsieur soit satisfait. Et c'est souvent comme ça que ça marche. Les femmes qui ont un discours qui pourrait passer pour machiste finalement, hein, qui est de dire la méthode classique est la meilleure méthode, parce que vous estimez que la position du missionnaire, c'est la méthode classique. Ben, oui, c'est la méthode standard. Oui, vous êtes tous les deux d'accord là-dessus. Non, c'est ce qui est présenté. C'est ce qui est présenté comme classique. Oui. Alors qu'on voit bien déjà que c'est un jeu que l'espèce humaine a mis, le rapport sexuel face à face. Les animaux ne le font pas. Donc quelques chimpanzés le font, mais les animaux habituellement ne le font pas. Et donc c'est une invention. Et pourquoi accepter cette invention-là et pas accepter toutes les autres inventions qui ont suivi et qui ont détaché le plaisir sexuel de la simple pénétration ?
Oui, Ce donc- qui ne veut pas dire d'ailleurs que la pénétration n'est pas bien, n'est pas agréable, n'est pas souhaitée par beaucoup de femmes, la majorité des femmes, beaucoup en ça, complément. oui. Donc, mais un des éléments du jeu, et non pas le seul critère de la qualité du jeu. Ça, c'est vraiment l'horreur. Oui, et si on pense au fait de la procréation, nous savons qu'il y a des positions qui sont infiniment meilleures pour la procréation que cette fameuse position du missionnaire que vous évoquiez. Le Moyen-Âge a interdit la position dite enlevrette, or on sait fort bien que c'est la meilleure position pour favoriser la procréation. Oui, mais comme elle faisait penser trop aux animaux. Aux donc, animaux, voilà. oui, oui, ce sont des considérations morales Morales, qui ont oui, joué bien là sûr. plutôt que des considérations de caractère matériel. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite différence dans l'attitude des femmes et des hommes? Parce que déjà dès l'adolescence, à l'égard de la sexualité, l'attitude des garçons est assez différente de l'attitude des filles. Est-ce qu'il n'y a pas là déjà quelque chose en germe qui va se révéler un peu plus tard dans la vie des individus? Oui, bien sûr, et pour deux raisons. Je crois que les garçons ont un accès généralement plus direct et plus franc à leur corps. D'une part parce que les organes sexuels sont externes et il est difficile de passer à côté. Et d'autre part parce qu'il y a une désinhibition plus grande sur la sexualité masculine. Il n'est pas absolument honteux pour un garçon d'être passé par la masturbation. Pour les filles, c'est un tout autre problème. En tout cas, ça l'a été pendant très longtemps. La situation, heureusement, commence à s'assouplir. Mais les filles ont à la fois un carcan moral et une difficulté d'accès, puisqu'elles n'ont pas nécessairement comment dire, un orgasme spontané quand elles sont gamines ou adolescentes. Et n'ont pas passé nécessairement l'étape de la masturbation, qui est plutôt l'étape habituelle chez les garçons. Chez le garçon, c'est tout à fait habituel, presque automatique. Chez la fille, ça peut venir, ça peut ne pas venir, et elle peut rester, on va dire, naïve jusqu'à l'âge des premiers rapports sexuels, simplement parce qu'elle n'a jamais découvert qu'elle avait un clitoris. Oui, mais est-ce que la jeune fille qui pratique la masturbation deviendra une femme plus épanouie sexuellement qu'une jeune fille qui se l'interdit ou qui ne connaît pas tout simplement ce genre de pratique? Les sexologues sont très, très unanimes là-dessus. La masturbation est une étape très favorisante vers le plaisir. Est-ce qu'on pourrait dire une étape dans la nécessaire? Une étape sûrement nécessaire, oui. Parce que de toute façon, dans tous les systèmes de rééducation, c'est-à-dire qu'une femme mature, donc adulte, qui n'arrive pas à la jouissance, ce qu'on lui demande de faire, c'est de reprendre à zéro tout son apprentissage et donc de refaire tout le jeu de sensibilisation du corps pour que justement elle découvre ce qui marche bien pour elle, le type de caresse. D'abord. Découverte du corps par l'auto-érotisme. Oui, c'est ça. oui, parce Avant que d'entrer dans l'érotisme de l'autre. si elles viennent, c'est qu'elles ont déjà, donc elles sont mal à l'aise dans leur couple. Donc si à ce moment-là on leur dit, vous faites l'apprentissage à deux, le malaise, la honte, la pudeur, toutes sortes de choses vont venir parasiter l'apprentissage et vont faire qu'il va traîner ou ne pas aboutir. Tandis que seul, à ce moment-là, elles tentent n'importe quoi, ça rate, personne ne le sait, ça réussit, ça leur donne des idées, et puis elles ont comme ça un engrenage positif qui se met en place. Le temps de notre émission est presque écoulé. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une question. Quel est le conseil primordial que vous donneriez aux femmes pour qu'elles réussissent, pour qu'elles se sentent pleinement heureuses dans la sexualité? Je commence par vous, Yves Ferroul. Moi, je reprendrai une des phrases, je crois, de l'introduction de Madame Brune, c'est il faut bien se rendre compte que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Voilà. Donc il faut vraiment prendre en chacun de nous, on le fait dans tous les types de plaisirs, on fait l'apprentissage soi-même, on ne fait pas l'apprentissage de la musique ou du sport par personne interposée, on fait l'apprentissage de la gastronomie. On le fait par soi-même, on fait les exercices, on fait les répétitions, etc. Et il faut répéter 10 fois, 20 fois, 100 fois, jusqu'à ce qu'on trouve ce qui marche. On ne peut compter que sur soi-même. Mais alors là, tout est ouvert, à n'importe quel âge. Le cerveau humain est tel qu'il peut faire des apprentissages à n'importe quel âge et permettre des réussites très belles à partir de n'importe quel âge.
Donc ne pas trop compter sur l'autre et le discours qui consiste à dire d'une femme à son mari ou d'un mari à sa femme tu es nul ou tu ne t'y prends pas bien, c'est pas un très bon discours. Non, c'est pas un bon point de départ. Je vais tout à fait dans le même sens. La clé, la bonne clé, c'est d'être actif, donc d'aller soi-même à la découverte de son corps et de son plaisir. Après, éventuellement, on peut aider l'autre à venir dans le bon sens, ce qui est encore une attitude active. Mais attendre que l'autre trouve les clés du paradis, bon, c'est un peu comme jouer au loto. Ça peut marcher, mais c'est vraiment rare. Non, je pense que ça ne marche pas très très souvent. Mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas la parole qui devrait être au centre de la relation sexuelle? Oui, mais dans son livre, Madame montre bien comment la parole est très ambiguë. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer simplement par les gestes et par les réactions ou par les soupirs. Il faut parler pour dire que c'est... Fais-moi ça, j'aimerais que tu me fasses ça, voilà. etc. Bon, donc un peu plus à droite, un peu plus à gauche, Oui, un peu c'est plus ça, fort, un peu plus lentement. haut, un peu Bon, voilà, des choses comme ça. Mais en même temps, cette parole-là, dans l'intimité, et vous vous dites, surtout quand on est amoureux, passionnément amoureux, c'est très difficile de parler de choses techniques quand on est dans la relation sexuelle. Il y a toute une ambiguïté de la sexualité, ce qui fait son charme, ce qui fait son intérêt. C'est justement que si c'était un jeu facile et anodin, je crois que l'espèce humaine l'aurait abandonné. L'espèce humaine cherche toujours les choses de plus en plus élaborées. Et la sexualité lui permet justement un jeu extrêmement élaboré parce qu'il y a des contraintes multiples comme ça. Et donc il faut être plus malin que le corps, les contraintes biologiques, les contraintes anatomiques et tout le reste. Donc c'est bon parce que c'est difficile. On va rester sur cette conclusion. Je vous remercie, Elisa Brune, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie aussi, Yves Ferroul. Alors je rappelle que vous, Elisa Brune, vous avez publié un ouvrage intitulé « Alors heureuse croit-il la vie sexuelle des femmes normales », publié aux éditions du Rocher en 2008, je pense. Et Yves Ferroul a publié, il y a une dizaine d'années, « Secret de femme, constante et adaptation de la féminité », ouvrage paru aux éditions Chiron à Charleroi. Merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup.